Le 23 décembre 1995, à Lyon, un capitaine de police termine son service de nuit comme il l'a fait pendant 20 ans. Il range ses affaires, salue ses collègues, monte dans sa voiture de patrouille et disparaît. Sa voiture sera retrouvée garée à 2 rues de chez lui, moteur froid, clé sur le contact. Lui, plus jamais. Pendant 28 ans, sa famille, ses collègues, toute la ville se demanderont ce qui s'est passé cette nuit-là. Jusqu'à ce qu'en 2023, lors de la démolition d'un ancien dépôt policier désaffecté dans le quartier de Guerlain, des ouvriers découvrent une valise oubliée derrière un mur. À l'intérieur, un uniforme de police parfaitement plié, un badge, et des documents qui vont enfin révéler la vérité sur cette nuit de Noël. Mais cette vérité est bien plus sombre que tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels, comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, décembre 1995. La ville s'apprête à célébrer Noël avec cette atmosphère particulière qui caractérise les fêtes de fin d'année dans la capitale des Gaules. Les lumières illuminent les rues du Vieux-Lyon. La place Bellecour scintille sous les décorations. Et malgré le froid mordant qui descend des monts du Lyonnais, une chaleur humaine règne dans les quartiers. Le 3e arrondissement de Lyon, celui de la Guillotière et de Montchat, abrite alors le commissariat où travaille le capitaine Laurent Vasseur. C'est un quartier en pleine transformation, où se mêlent anciennes manufactures de soie et nouveaux immeubles. Familles installées depuis des générations et nouvelles populations venues chercher du travail dans la métropole lyonnaise. Laurent Vasseur a 42 ans en cette fin d'année 1995. Cheveux poivre et cils coupés courts, regard bleu acier, 1,82 m de stature imposante mais rassurante. 20 années de service dans la police nationale, presque toutes passées à Lyon. Il a commencé comme simple gardien de la paix en 1975, à 22 ans, fraîchement sorti de l'école de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Une carrière solide, méthodique, sans éclat particulier mais sans reproche. Le genre d'homme sur qui on peut compter, disent ses collègues. Le genre de père qui ne manque jamais un récital de sa fille, dit sa femme. Geneviève Vasseur, son épouse depuis 19 ans, enseigne la littérature française au lycée Édouard Herriot. 39 ans, une élégance discrète, des cheveux châtains qu'elle porte souvent relevés en chignon quand elle corrige ses copies le soir. Elle et Laurent se sont rencontrés lors d'un contrôle routier en 1976. Elle était jeune étudiante, lui jeune policier. Une histoire classique, une vie tranquille construite dans un appartement du 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or. Leur fille unique, Émilie, a 16 ans. Elle est en première au lycée du Parc, une élève brillante qui rêve d'étudier le droit à Paris. Elle a hérité les yeux bleus de son père et la détermination tranquille de sa mère. En cette période de Noël 1995, elle prépare ses examens de fin de trimestre tout en aidant sa mère à décorer l'appartement. Le commissariat du 3e arrondissement où travaille Laurent est un bâtiment typique des années 60, béton gris et fenêtres étroites, situé près du cours Gambetta. L'équipe de nuit que dirige Laurent compte 8 personnes. Des hommes et femmes qu'il connaît depuis des années, avec qui il a partagé des milliers d'heures de patrouille, d'intervention, de café-bus à l'aube, après des nuits difficiles. Il y a le commandant Michel Arnaud, 48 ans, son supérieur direct, mais surtout son ancien partenaire de patrouille. Ils ont travaillé ensemble pendant 10 ans avant que Michel ne passe l'examen de commandant. Une amitié solide, construite sur la confiance absolue que seuls peuvent développer des hommes qui ont plusieurs fois sauvé la vie l'un de l'autre. L'inspecteur Julien Mercier, 28 ans, est le plus jeune de l'équipe. Arrivé au commissariat 3 ans plus tôt, il voue une admiration sans borne à Laurent. Il l'appelle toujours capitaine, avec un respect qui fait sourire les autres. Célibataire, entièrement dévoué à son travail, il passe souvent ses soirées libres à étudier les anciennes procédures, cherchant à apprendre de l'expérience des anciens. La vie de Laurent Vasseur suit un rythme régulier depuis des années.
3 semaines de jour, 1 semaine de nuit, rotation classique dans la police. Il aime son travail, même si les années ont émoussé l'enthousiasme des débuts. Il connaît chaque rue de son secteur, reconnaît les habitués, sait où trouver qui cherche des ennuis. Ce n'est pas une carrière exceptionnelle, mais c'est une bonne carrière. Honnête, droite. En cette fin d'année 1995, la France sort d'une période de grève importante. Le plan Juppé de réforme de la sécurité sociale a paralysé le pays en novembre et décembre. À Lyon, les manifestations ont été nombreuses. La police a été très sollicitée. Laurent a enchaîné les heures supplémentaires, gérant les dispositifs de maintien de l'ordre avec son calme habituel. Mais maintenant, l'ambiance s'apaise. Les fêtes approchent. Le 22 décembre, Laurent a acheté le cadeau de Noël d'Émilie, un Walkman Sony qu'elle voulait depuis des mois. Geneviève a préparé les 13 desserts traditionnels. Même si ce n'est pas vraiment une coutume lyonnaise, elle aime perpétuer cette tradition provençale héritée de sa grand-mère. L'appartement sent la cannelle et l'orange confite. Le 23 décembre au matin, Laurent se lève vers 14 heures. Il a dormi quelques heures après son service de nuit terminé à 6 heures. Geneviève est au lycée pour les dernières heures de cours avant les vacances. Émilie révise dans sa chambre. Il prend un café, lit Le Progrès de Lyon, la routine. À 17 heures, il embrasse sa fille, lui dit de ne pas veiller trop tard. À 18 heures, il est au commissariat pour le briefing de l'équipe de nuit. Rien dans son comportement n'indique quoi que ce soit d'inhabituel. Ses collègues le diront tous plus tard. Laurent était Laurent, calme, concentré, peut-être un peu fatigué par les semaines intenses de novembre et décembre, mais rien d'alarmant. Il plaisante même avec Julien Mercier sur les cadeaux de Noël de dernière minute que le jeune inspecteur n'a toujours pas achetés. La nuit du 23 au 24 décembre 1995 est relativement calme pour une veille de Noël. Quelques interventions pour tapage nocturne, des fêtes qui s'éternisent, rien de majeur. L'équipe patrouille dans le secteur, vérifie les commerces fermés, contrôle quelques véhicules. La routine de n'importe quelle nuit de décembre. À 4 heures du matin, Laurent et Julien effectuent leur dernière ronde ensemble. Ils traversent le quartier de Montchat, descendent vers la Guillotière, remontent par le cours Gambetta. La radio crépite occasionnellement, mais rien qui nécessite leur intervention. À 5h30, ils rentrent au commissariat. Le service se termine à 6 heures. Chacun range son matériel, remplit les derniers rapports, des gestes mécaniques répétés des milliers de fois. C'est Julien Mercier qui verra Laurent pour la dernière fois. Il est 5h55, tous les deux sortent du vestiaire. Laurent porte un blouson en cuir marron sur un pull noir, un jean, des chaussures de ville, tenue civile normale. Il dit au revoir à Julien, lui souhaite un bon Noël. Sa voix est normale, son visage ne trahit aucune préoccupation particulière. Laurent monte dans sa Peugeot 305 de service. Le véhicule sera retrouvé 2 heures plus tard, garé rue Ney, à exactement 300 mètres de son appartement. Moteur froid, portière fermée mais non verrouillée, les clés sur le contact. Son blouson en cuir sur le siège passager, rien d'autre. Le 24 décembre 1995, à 8h30 du matin, Geneviève Vasseur commence à s'inquiéter. Laurent devrait être rentré depuis plus de 2 heures. Ce n'est pas dans ses habitudes de s'attarder après le service. Elle a appelé le commissariat à 7h30. On lui a dit qu'il était parti normalement à 6 heures. Elle essaie de se rassurer. Peut-être a-t-il fait un détour. Peut-être s'est-il arrêté acheter quelque chose pour le réveillon. Mais Laurent n'est pas du genre à faire des courses de dernière minute. Et surtout, il aurait téléphoné. À 9 heures, Geneviève rappelle le commissariat. Cette fois, elle parle directement au commandant Arnaud. Michel entend l'inquiétude dans sa voix. Il connaît bien Geneviève, il a dîné chez eux des dizaines de fois. Il lui dit de ne pas s'alarmer et qu'il va vérifier. Mais lui aussi commence à trouver la situation étrange. Michel Arnaud appelle immédiatement tous les hôpitaux de Lyon et des environs. Aucun Laurent Vasseur n'a été admis cette nuit. Il contacte les autres commissariats. Personne ne l'a vu. Il envoie une voiture de patrouille vérifier le trajet habituel entre le commissariat et l'appartement de Laurent.
À 10h15, la voiture de Laurent est localisée rue Ney. Les deux agents qui la découvrent remarquent immédiatement les détails troublants. Les portières ne sont pas verrouillées, inhabituel pour un policier. Les clés sont sur le contact, encore plus inhabituel. Le blouson est plié proprement sur le siège passager. Tout semble en ordre, trop en ordre peut-être. Il n'y a aucun signe de lutte, aucune trace de violence. La voiture est propre, le plein d'essence a été fait la veille. Le carnet de bord est à jour. La dernière ligne indique « Fin de service, 5h55 » de l'écriture soignée de Laurent. À 11h, une équipe d'investigation arrive sur place. Michel Arnaud est là, le visage fermé. Julien Mercier, qui devrait être chez lui en train de dormir après sa nuit de travail, a accouru dès qu'il a appris la nouvelle. Il est pâle, les traits tirés. Il ne peut pas croire que Laurent ait simplement disparu. La procédure standard pour un policier disparu se met en place. C'est une situation rare, prise très au sérieux. L'appartement de Laurent est vérifié. Geneviève, en état de choc, ouvre toutes les portes, tous les tiroirs. Rien ne manque. Les vêtements de Laurent sont tous là. Son portefeuille est sur la commode de la chambre, avec ses papiers d'identité, sa carte bancaire, 250 francs en liquide. Sa montre, celle que Geneviève lui a offerte pour leurs 10 ans de mariage, est posée sur la table de nuit. Il ne l'a pas mise ce matin-là, chose inhabituelle. Il la porte toujours. Émilie, la fille, est effondrée. Elle ne comprend pas. Son père devait l'emmener acheter des livres cet après-midi. Ils avaient prévu d'aller à la librairie de Citre Place Bellecour. C'était leur tradition, chaque veille de Noël. Elle s'accroche à sa mère, les deux femmes unies dans une incompréhension totale. L'enquête commence immédiatement. Toute l'équipe de nuit est interrogée. Chacun confirme que Laurent était parfaitement normal cette nuit-là. Aucun comportement étrange, aucune conversation inhabituelle, aucun signe de stress ou de préoccupation. Il a effectué son travail comme d'habitude, avec son professionnalisme habituel. On épluche ses derniers jours de service. Laurent n'avait aucune affaire particulièrement sensible en cours. Les dossiers sur lesquels il travaillait sont tous routiniers. Quelques cambriolages, des vols de voitures, des troubles à l'ordre public lors des manifestations. Rien qui puisse expliquer une disparition, rien qui suggère une menace. Les premiers jours de l'enquête se concentrent sur les hypothèses classiques. Accident? Tous les hôpitaux ont été vérifiés, toutes les cliniques privées, même les services d'urgence des villes voisines. Rien. Agression? Aucune trace de violence, aucun témoin d'incident dans le quartier cette nuit-là. Amnésie? Possible, mais Laurent n'avait aucun antécédent médical qui pourrait l'expliquer. La police scientifique examine minutieusement la Peugeot 305. Aucune empreinte étrangère, aucune trace de sang, aucun signe de lutte ou de contrainte. La voiture a été simplement garée là, moteur coupé proprement, frein à main serrée. Quelqu'un qui sait conduire, qui connaît ce véhicule. Laurent lui-même, forcément. Le quartier est passé au peigne fin. Chaque résident de la rue Ney et des rues adjacentes est interrogé. Un homme se souvient d'avoir vu une voiture de police garée là, vers 6h15. Mais il ne peut pas être plus précis. Il sortait juste promener son chien et il faisait encore nuit. Une femme qui rentrait de son travail de nuit comme aide-soignante dit avoir vu la voiture vers 6h30, mais personne à l'intérieur. C'est tout. Aucun témoin n'a vu Laurent sortir du véhicule. Le 25 décembre, jour de Noël, est un cauchemar pour la famille Vasseur. Le repas de fête préparé par Geneviève reste intact. Les cadeaux sous le sapin ne sont pas ouverts. Émilie reste enfermée dans sa chambre. Geneviève ne dort pas, fixant le téléphone, espérant qu'il sonne, que Laurent appelle, qu'il y ait une explication simple à tout cela. Les jours suivants, l'enquête s'intensifie. Les comptes bancaires de Laurent sont scrutés. Aucun mouvement inhabituel, aucun retrait important dans les semaines précédentes. Ces dernières utilisations de cartes bancaires sont parfaitement normales. Essence, courses au supermarché, achat du Walkman pour Émilie, un homme qui prépare Noël, pas un homme qui prépare une disparition. Son casier au commissariat est fouillé. Des dossiers en cours, des notes de service, des rapports à terminer. Une photo de Geneviève et Émilie punaisées à l'intérieur de la porte.
un sachet de bonbons à la menthe qu'il mâchait pendant les longues nuits. Rien d'anormal, rien de révélateur. Les écoutes téléphoniques de l'appartement familial sont mises en place, au cas où il y aurait une demande de rançon. Mais aucun appel ne vient. Pas de menaces, pas de demande d'argent, pas de revendications, juste un silence terrible, absolu. Michel Arnaud dirige l'enquête avec une détermination farouche. Laurent est son ami, son frère d'armes. Il met toute son équipe sur l'affaire. Julien Mercier ne rentre quasiment plus chez lui, enchaînant les heures, repassant en boucle la dernière conversation qu'il a eue avec Laurent, cherchant un détail, n'importe quoi qui pourrait être un indice. Le 28 décembre, un avis de recherche nationale est émis. La photo de Laurent circule dans tous les commissariats de France. Un homme de 42 ans, 1,82 m, cheveux poivre et sel, yeux bleus, corpulence moyenne, portait un pull noir et un jean au moment de sa disparition. Policier. Tout le réseau de la police nationale est mobilisé. La presse locale s'empare de l'affaire. Le Progrès de Lyon titre « Un capitaine de police disparu mystérieusement le soir de Noël ». L'article est sobre, factuel, mais il pose les questions que tout le monde se pose. Comment un policier expérimenté peut-il disparaître sans laisser de traces ? Que s'est-il passé entre le moment où il a quitté le commissariat et celui où sa voiture a été retrouvée, à peine 10 minutes plus tard? Les premiers jours de janvier 1996 apportent davantage de questions que de réponses. Les investigations s'élargissent. On vérifie si Laurent avait des problèmes personnels. Dette? Aucune. Liaison extra-conjugale? Rien n'indique quoi que ce soit de ce genre. Problème professionnel? Ces évaluations sont excellentes. Aucun conflit avec la hiérarchie ou les collègues. On interroge ses informateurs habituels, les gens du quartier qu'il côtoie depuis des années. Personne ne sait rien. Personne ne l'a vu. C'est comme si Laurent Vasseur s'était littéralement évaporé dans l'air glacé de cette nuit de décembre. Les semaines passent, puis les mois. L'enquête active continue, mais sans nouvelles pistes. Elle commence inévitablement à ralentir. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est simplement qu'il n'y a rien de nouveau à investiguer. Toutes les pistes ont été suivies, tous les témoins interrogés, toutes les hypothèses explorées. Pour Geneviève Vasseur, la vie devient un enfer quotidien. Elle ne peut pas faire son deuil, parce qu'il n'y a pas de corps, pas de certitude. Elle ne peut pas continuer normalement, parce que Laurent pourrait revenir à tout moment. Elle est coincée dans un entre-deux insupportable, entre l'espoir et le désespoir. Elle retourne enseigner en février 1996. Ses collègues sont compatissants, mais ne savent pas quoi dire. Que dire à une femme dont le mari a disparu? Elle donne ses cours de littérature française avec un automatisme qui la surprend elle-même. Molière, Racine, Baudelaire, les mots des autres pour ne pas penser aux siens. Émilie, elle, se réfugie dans les études avec une intensité presque maladive. Elle travaille jour et nuit, comme si obtenir d'excellentes notes pouvait ramener son père. Elle évite les questions de ses camarades, les regards de pitié des professeurs. Elle, qui était sociable, devient distante, renfermée. Sa chambre devient son refuge, ses livres de droit, son échappatoire. Le commissariat du 3e arrondissement est profondément affecté. La disparition d'un des leurs crée une atmosphère étrange. Il y a de la colère, de l'incompréhension, aussi une forme de peur diffuse. Si cela peut arriver à Laurent, l'un des plus solides d'entre eux, cela peut arriver à n'importe qui. Michel Arnaud vieillit de 10 ans en quelques mois. Il se sent responsable, même si rationnellement il sait qu'il n'y est pour rien. Il continue à diriger l'équipe, mais quelque chose s'est brisé en lui. Il rend visite régulièrement à Geneviève, toujours avec les mêmes mots. On ne l'oublie pas, on continue à chercher. Mais il voit bien dans ses yeux qu'elle perd peu à peu espoir. Julien Mercier ne s'en remet pas. Laurent était son mentor, presque une figure paternelle. Il demande à être muté dans une autre équipe en mars 1996. Trop de souvenirs, trop douloureux. Il part au commissariat du 7e arrondissement. Mais même là-bas, il continue à se poser des questions. Qu'a-t-il manqué? Y avait-il un signe qu'il n'a pas vu? La première théorie qui circule officieusement est celle du suicide. Un policier fatigué,
épuisé par 20 ans de service, qui aurait décidé d'en finir. Certains murmurent qu'il aurait pu se jeter dans le Rhône après avoir garé sa voiture. Le fleuve a été dragué plusieurs fois. Aucun corps n'a été retrouvé. Et puis, ceux qui connaissaient vraiment Laurent rejettent cette hypothèse. Ce n'était pas un homme à abandonner sa famille, surtout pas ainsi, surtout pas à Noël. Une autre théorie évoque une vie secrète. Peut-être Laurent avait-il une double vie, une maîtresse quelque part, des dettes de jeu cachées, n'importe quoi qui l'aurait poussé à tout abandonner. Mais là encore, rien ne vient étayer cette hypothèse. Ses finances sont transparentes, ses déplacements sont tous expliqués. Personne n'a jamais vu quoi que ce soit de suspect dans son comportement. La troisième théorie, la plus sombre, est celle du règlement de compte. Laurent aurait-il été mêlé à quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Aurait-il été témoin de quelque chose qui lui aurait coûté la vie? Cette hypothèse est prise très au sérieux. Une enquête interne est discrètement menée au sein du commissariat. Tous les dossiers sur lesquels Laurent a travaillé dans les 6 derniers mois sont réexaminés. Toutes ces interactions sont analysées. Résultat, rien. Laurent Vasseur était un policier irréprochable. En juin 1996, 6 mois après la disparition, l'enquête est officiellement classée en disparition inquiétante. Elle reste ouverte, mais aucune ressource active n'y est plus consacrée. C'est un coup terrible pour Geneviève. Elle sait ce que cela signifie. La police pense que Laurent ne sera jamais retrouvé. Les années passent. 1997, 1998, 1999. Geneviève continue à enseigner, à vivre dans l'appartement où chaque objet lui rappelle Laurent. Elle ne déménage pas. Pas question. Si Laurent revient, il doit pouvoir rentrer chez lui. Elle garde ses affaires, ses vêtements, ses livres, exactement comme il les a laissés. Émilie termine le lycée avec mention très bien. Elle entre à Sciences Po Paris comme elle le souhaitait, mais elle a perdu cette lumière qu'elle avait avant. Elle étudie le droit pénal, et chacun comprend pourquoi. Elle veut comprendre, elle veut des réponses. En 2000, le passage au nouveau millénaire, Geneviève a 54 ans, Laurent en aurait 57. Elle essaie parfois de l'imaginer vieillissant, les cheveux complètement blancs, des rides au coin des yeux. Où est-il? Est-il encore vivant quelque part, avec une nouvelle identité, une nouvelle vie? Cette idée est presque pire que celle de sa mort. Cela voudrait dire qu'il les a abandonnés volontairement. Michel Arnaud prend sa retraite en 2002. Il a 55 ans. Il pourrait continuer, mais il n'en peut plus. 25 ans de police, dont 7 à se demander ce qui est arrivé à son meilleur ami. Il organise un pot de départ sobre. Julien Mercier est là, maintenant devenu lui-même capitaine, basé au commissariat du 8e arrondissement. Ils boivent un verre à la mémoire de Laurent. Ils se promettent de ne jamais oublier. Geneviève reste en contact avec Michel. Ils passent la voir régulièrement tous les 2 ou 3 mois. Ils prennent le café, parlent de choses et d'autres, évitent soigneusement de parler de Laurent, mais c'est lui qui est présent dans chaque silence. Michel a gardé une copie complète du dossier d'enquête. Il le relit parfois, cherchant toujours l'indice qui lui aurait échappé. Il ne le trouve jamais. En 2005, 10 ans après la disparition, Geneviève fait une demande officielle de déclaration de décès. C'est une démarche administrative nécessaire pour des questions d'héritage, de retraite, de succession. Le juge accepte. Laurent Vasseur est officiellement déclaré décédé, date présumée du décès le 24 décembre 1995. Il n'y aura pas de corps à enterrer, mais Geneviève fait installer une petite plaque au cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon. Laurent Vasseur, 1953-1995, capitaine de police, époux aimant, père dévoué, des mots gravés dans le marbre pour un homme qui n'a pas de tombe. Émilie a maintenant 26 ans. Elle travaille comme avocate pénaliste à Paris. Elle défend des accusés, elle croit en la présomption d'innocence, mais elle sait aussi ce que l'absence de réponse peut faire à une famille. Elle ne s'est jamais mariée, ne parle jamais de son père avec ses collègues. C'est un poids qu'elle porte seule. Les années 2010 arrivent. Geneviève a maintenant 64 ans. Elle prend sa retraite de l'enseignement en 2011.
plus de 3 décennies à enseigner la littérature française, à faire découvrir Proust et Camus à des adolescents. Elle a été une bonne professeure. Ses anciens élèves le disent, mais elle a été une professeure hantée par une absence. Michel Arnaud développe un cancer de la prostate en 2013. Il se bat pendant 2 ans, subit des traitements épuisants. Il survit, mais il est diminué. Il continue à voir Geneviève, mais moins souvent. Il a maintenant 66 ans, elle 67. Ils sont devenus vieux ensemble, marqués par le même mystère. En 2015, 20 ans après la disparition, le dossier de Laurent est officiellement archivé. Les documents papier sont numérisés et envoyés dans les archives centrales de la police nationale. Le dossier physique, plusieurs cartons de procès-verbaux, de photos, de rapports, est stocké dans un entrepôt à Bron, en périphérie de Lyon. Quelques cartons parmi des milliers d'autres. Des histoires non résolues, des mystères qui resteront mystères. Julien Mercier, maintenant commandant, dirige le commissariat du 5e arrondissement. Il a 53 ans. Il pense encore régulièrement à Laurent, surtout à Noël. Chaque 24 décembre, il se demande. 30 ans de carrière dans la police. Et cette nuit de 1995 reste la plus mystérieuse de toutes. Le quartier où Laurent a disparu a changé. De nouveaux immeubles ont été construits. Les commerces ont changé de propriétaire. Les gens qui vivaient là en 1995 sont morts ou ont déménagé. Même la mémoire collective du quartier a oublié le policier disparu. Seuls restent quelques articles de presse jaunis dans les archives du Progrès de Lyon. Geneviève continue à vivre dans l'appartement du 6e arrondissement. Elle a maintenant 77 ans, en 2023. Émilie lui rend visite régulièrement, essaie de la convaincre de venir vivre à Paris, plus près d'elle. Mais Geneviève refuse. C'est ici qu'elle a vécu avec Laurent, c'est ici qu'elle attendra, même si elle ne sait plus vraiment ce qu'elle attend. Le commissariat du 3e arrondissement existe toujours, mais il a été rénové en 2010. Presque personne dans l'équipe actuelle ne connaît l'histoire de Laurent Vasseur. C'est de l'histoire ancienne. Une note de bas de page dans la longue histoire de la police lyonnaise. Mais au printemps 2023, quelque chose va se produire qui va faire ressurgir cette vieille affaire. Quelque chose qui va enfin donner des réponses après 28 ans de silence. Avril 2023. Le quartier de Gerland, au sud de Lyon, est en pleine transformation urbaine depuis des années. D'anciennes usines chimiques ont été démantelées. D'anciens entrepôts sont devenus des lofts, des bureaux modernes poussent là où se trouvaient des friches industrielles. C'est le visage changeant d'une ville qui se réinvente. Parmi ces bâtiments voués à disparaître, il y a un ancien dépôt de la police nationale. Un bâtiment en briques rouges, construit dans les années 50, utilisé pendant des décennies pour stocker du matériel, des véhicules réformés, des archives non prioritaires. Il a été officiellement fermé en 2018, mais la démolition a pris du retard, comme souvent dans les projets administratifs. Le bâtiment est resté là, vide, entouré de palissades, attendant son sort. En ce début avril, une entreprise de démolition commence enfin les travaux. L'équipe est dirigée par un contremaître de 52 ans, Karim Benali, 25 ans d'expérience dans le secteur. Il connaît les vieux bâtiments, leurs surprises, leurs secrets. Avant de démolir, il faut toujours vérifier qu'il ne reste rien d'important à l'intérieur. Le 8 avril, vers 10 heures du matin, Karim et 2 de ses ouvriers font le tour complet du bâtiment. C'est un labyrinthe de couloirs sombres, de bureaux vides, de salles de stockage poussiéreuses. Le réseau électrique a été coupé. Ils utilisent des lampes torches puissantes. L'endroit sent le renfermer, l'humidité, le temps qui passe. Au sous-sol, dans ce qui était autrefois une réserve pour matériel sensible, ils découvrent quelque chose d'étrange. Un espace entre un mur et une ancienne armoire métallique, un espace d'environ 50 cm de large. Quelqu'un a manifestement poussé l'armoire pour créer cet espace, probablement il y a très longtemps. Karim éclaire l'espace avec sa lampe. Il y a quelque chose là, au fond, un objet rectangulaire, recouvert de poussière. Il se glisse dans l'espace étroit,
avec cette prudence qu'on développe après des années à travailler dans de vieux bâtiments. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Des produits chimiques, de l'amiante, n'importe quoi. C'est une valise, une vieille valise en cuir rigide, du genre qu'on utilisait dans les années 80 et 90. Elle est fermée par 2 loquets métalliques, couverte d'une épaisse couche de poussière. Karim la sort doucement de sa cachette. Elle n'est pas très lourde, mais il y a du poids à l'intérieur. Il remonte avec la valise au rez-de-chaussée, où il y a de la lumière naturelle. Ses 2 collègues s'approchent, curieux. Karim hésite un moment. Doit-il l'ouvrir? C'est probablement juste de vieilles affaires oubliées, des dossiers sans importance. Mais c'est quand même un ancien bâtiment de police. Il décide de l'ouvrir. Les loquets sont rouillés, mais cèdent après quelques efforts. Le couvercle s'ouvre. À l'intérieur, soigneusement rangé, un uniforme de police. Pantalon bleu marine, chemise bleu clair, veste avec un signe. Tout est parfaitement plié, comme si quelqu'un avait pris le temps de ranger méticuleusement ses vêtements. Il y a aussi un badge dans un étui en cuir, une casquette, une ceinture avec son étui de service. Karim sort le badge. Il porte un numéro matricule et un nom gravé. Capitaine Laurent Vasseur, police nationale, Lyon 3e arrondissement. La photo sur le badge montre un homme d'une 40aine d'années, cheveux poivre et sel, regard sérieux. Il y a autre chose dans la valise. Une enveloppe Kraft jaunie, assez épaisse. Karim l'ouvre prudemment. À l'intérieur, plusieurs documents. Un livret de famille, au nom de Laurent Vasseur. Des photos de famille, une femme et une adolescente. Un carnet de notes avec des écritures soignées, dates et observations. Et au fond, quelque chose de plus troublant. Un rapport de service manuscrit, daté du 23 décembre 1995. Karim comprend immédiatement qu'il tient quelque chose d'important. Ce n'est pas simplement un uniforme oublié, c'est trop organisé, trop intentionnel. Il referme la valise et appelle le numéro d'urgence de la police. 40 minutes plus tard, une équipe du commissariat du 7e arrondissement arrive sur place. L'officier en charge, une lieutenant de 35 ans nommée Sarah Fontaine, examine la valise avec attention. Elle prend des photos, note tous les détails. Elle demande à Karim de lui montrer exactement où la valise a été trouvée. Dans le sous-sol sombre, elle éclaire l'espace derrière l'armoire. Pourquoi quelqu'un cacherait un uniforme et des documents personnels ici, se demande-t-elle à voix haute. Ce n'est pas un oubli, c'est une dissimulation volontaire. Quelqu'un a pris la peine de placer cette valise dans un endroit où elle ne serait pas facilement découverte. De retour au commissariat, Sarah Fontaine vérifie le nom dans les bases de données. Laurent Vasseur. Le système indique immédiatement qu'il s'agit d'un policier disparu en décembre 1995. Un drapeau rouge s'affiche. Disparition non résolue. Affaire classée 2015. Elle accède au dossier numérisé. Plus de 200 pages de rapports, d'interrogatoires, de recherches. Un homme volatilisé la veille de Noël. Jamais retrouvé. Sarah ressent un frisson. Elle tient peut-être la première vraie piste en 28 ans. Elle contacte immédiatement sa hiérarchie. Le dossier est sensible. Un policier disparu, c'est toujours sensible. Et une découverte après tant d'années, c'est extraordinairement rare. Le lendemain, le 9 avril, une réunion est organisée au commissariat central de Lyon. Sont présents le commissaire divisionnaire en charge des affaires criminelles, plusieurs enquêteurs spécialisés dans les dossiers froids et sur demande spéciale, Julien Mercier. On l'a contacté parce que son nom apparaît partout dans le dossier original. Il était le dernier à avoir vu Laurent Vasseur vivant. Julien a maintenant 56 ans. Il est commandant au commissariat du 5e arrondissement, proche de la retraite. Quand on l'a appelé pour lui parler de la valise, il a d'abord cru à une blague cruelle, puis il a compris que c'était réel. Pour la première fois en 28 ans, il y a du nouveau dans l'affaire Vasseur. Dans la salle de réunion, la valise est posée sur une table. Julien s'approche lentement. Il reconnaît l'uniforme, évidemment. C'est celui que portait Laurent, ou plutôt un de ceux qu'il portait. Les policiers en ont plusieurs. Il touche doucement le badge. Le visage de Laurent sur la photo lui renvoie 28 ans en arrière.
Il faut retrouver sa famille, dit le commissaire divisionnaire. Si elle est encore vivante, elle a le droit de savoir. Sarah Fontaine a déjà fait des recherches. L'épouse, Geneviève Vasseur, est toujours en vie. Elle a 77 ans, réside toujours Lyon 6e. La fille, Émilie Vasseur, est avocate à Paris, 54 ans. Le commandant Michel Arnaud, qui a dirigé l'enquête originale, est retraité, vit à Écully, 80 ans. Julien se tourne vers elle. « Je dois être celui qui parle à Geneviève. Laurent était mon ami. Sa femme me connaît. Ce serait mieux que ce soit moi. » Le commissaire divisionnaire acquiesce. « Très bien. Mais nous devons d'abord analyser tout ce qu'il y a dans cette valise. Chaque document, chaque note. Quelque chose ici peut nous dire ce qui s'est passé cette nuit-là. » Les jours suivants sont intenses. Une équipe spécialisée examine méticuleusement le contenu de la valise. Chaque élément est photographié, catalogué, analysé. L'uniforme est vérifié pour des traces ADN, des fibres, tout ce qui pourrait donner un indice. Les documents sont scrutés ligne par ligne. Le carnet de notes révèle des observations sur diverses affaires. Rien de spectaculaire au premier abord. Des notes de Laurent sur des interrogatoires, des adresses, des noms. L'écriture est soignée, méthodique. On reconnaît là le policier rigoureux. Mais en lisant plus attentivement, une analyste remarque quelque chose. Dans les dernières pages du carnet, daté de novembre et début décembre 1995, plusieurs notations concernent le même sujet. Des initiales reviennent. M.A. Suivi de montants d'argent. 5 000 francs, 8 000 francs, 10 000 francs, des dates. Des lieux de rendez-vous notés de façon cryptique, M.A. Tout le monde dans l'équipe d'enquête pense immédiatement à la même personne, Michel Arnaud, le commandant qui a dirigé l'enquête sur la disparition de Laurent, son meilleur ami. Ses initiales sont M.A., mais ce ne sont que des initiales, ça pourrait être n'importe qui. Il faut creuser plus loin. L'équipe épluche à nouveau l'ancien dossier, cherche des références à ses montants, à ses dates. Rien ne correspond directement. Mais une chose devient claire. Dans les semaines précédant sa disparition, Laurent Vasseur surveillait quelqu'un ou quelque chose. Le rapport manuscrit trouvé dans la valise est daté du 23 décembre 1995, quelques heures avant la disparition de Laurent. C'est un document personnel, pas un rapport officiel. Il commence par ces mots. « Si quelqu'un trouve ce document, c'est que quelque chose m'est arrivé. Ce que j'ai découvert me met en danger, mais je ne peux pas l'ignorer. » Nous suit un récit détaillé. Laurent explique qu'en novembre 1995, lors d'une perquisition de routine dans un bar du quartier de la Guillotière suspecté de blanchiment d'argent, il a trouvé des documents compromettants. Non pas sur le bar, mais sur un système de corruption au sein même du commissariat du 3e arrondissement. Des policiers étaient repayés pour fermer les yeux sur certaines activités illégales. Trafic de voitures volées, principalement. Certains revendeurs payaient pour opérer tranquillement. Pas des sommes énormes, pas un réseau de crimes organisés, juste une petite corruption locale. Mais une corruption quand même. Laurent écrit qu'il a d'abord voulu parler à Michel Arnaud, son ami, son commandant. Mais en enquêtant discrètement, en recoupant des informations, en suivant les traces d'argent, il a réalisé avec horreur que Michel était impliqué. Pas le cerveau de l'opération, mais un participant. Il acceptait de l'argent. Pas beaucoup, quelques milliers de francs par mois. Suffisant pour améliorer l'ordinaire, payer les études de son fils, vivre un peu mieux avec un salaire de fonctionnaire. Le rapport continue. « Je suis déchiré. Michel est mon frère. Nous avons sauvé nos vies mutuellement, mais il a trahi son serment. Il a trahi ce pourquoi nous portons l'uniforme. Je ne peux pas laisser passer ça, mais je ne peux pas non plus le dénoncer sans preuve solide. J'ai besoin de temps pour rassembler tout ce qu'il faut. » Laurent explique qu'il a planifié de documenter tout pendant le mois de décembre, profitant des fêtes et de l'agitation pour passer inaperçu. Il a copié des documents, photographié des preuves, tout noté dans son carnet. Il prévoit de tout remettre à l'inspection générale des services début janvier 1996. Le rapport se termine par ces mots.
Si je disparais avant d'avoir pu transmettre ces informations, alors c'est que j'ai été découvert. Je laisse cet uniforme et ces documents ici, dans ce dépôt où personne ne vient jamais, en espérant qu'un jour, quelqu'un les trouvera et terminera ce que j'ai commencé. Pour Geneviève et Émilie, je suis désolé, je ne voulais pas vous abandonner. Mais je ne pouvais pas vivre en sachant et en ne faisant rien. Dans la salle de réunion, quand ce rapport est lu à voix haute, un silence de plomb s'installe. Julien Mercier est livide. Michel Arnaud, corrompu, c'est impossible. Il le connaît depuis des décennies. C'était un homme droit, intègre, ou du moins c'est ce que Julien croyait. Le commissaire divisionnaire est pragmatique. Nous devons vérifier tout cela, discrètement. Michel Arnaud est retraité depuis longtemps, mais si ces accusations sont vraies, il devra répondre de ses actes. Et nous devons comprendre ce qui est arrivé à Laurent Vasseur cette nuit-là. Une enquête parallèle est ouverte. On épluche les archives financières de Michel Arnaud de cette période. C'est délicat, car il s'agit de documents vieux de 28 ans, mais la police conserve tout. Les relevés bancaires montrent effectivement des dépôts en espèces réguliers en 1995. Rien d'énorme, mais régulier. 2000 francs ici, 3000 francs là. Michel avait déclaré à l'époque que c'était des économies, de l'argent mis de côté. Personne n'avait creusé plus loin. On réinterroge des témoins de l'époque, des gens qui travaillaient au commissariat en 1995. Beaucoup sont retraités maintenant, certains sont morts. Mais quelques-uns acceptent de parler, 28 ans après. Avec le recul, avec l'immunité du temps, les langues se délient. Un ancien brigadier, maintenant âgé de 75 ans, confirme qu'il y avait des rumeurs à l'époque, des murmures sur certains policiers qui semblaient vivre au-dessus de leurs moyens. Mais personne ne disait rien. La loi du silence. On ne dénonce pas ses collègues, surtout quand il s'agit de petites choses, pas des crimes majeurs. Une ancienne secrétaire administrative se souvient que Laurent était devenu distant dans les dernières semaines avant sa disparition. Elle l'avait trouvé plusieurs fois seul dans les archives, consultant de vieux dossiers. Il lui avait dit qu'il révisait des procédures, rien de plus, mais elle avait senti qu'il y avait autre chose. Le 15 avril, Julien Mercier se rend au domicile de Michel Arnaud à Écully, une banlieue ouest de Lyon. C'est une petite maison pavillonnaire, jardin bien entretenu, boîte aux lettres avec le nom Arnaud en lettres blanches. Julien n'est pas venu ici depuis des années. Michel ouvre la porte, 80 ans maintenant, cheveux complètement blancs, dos voûté, mais le regard toujours vif. Il sourit en voyant Julien. « Julien, quelle bonne surprise! Entre, entre !» Il s'installe dans le salon. Michel offre un café. Il bavarde quelques minutes, des banalités sur la retraite, la santé, les petits-enfants. Puis Julien sort une photo de la valise trouvée à Gerland. Il la pose sur la table basse. « Michel, nous avons trouvé ça il y a une semaine. » Le visage de Michel change instantanément. Les années semblent s'effacer. Il devient pâle. Ses mains tremblent légèrement. Il fixe la photo sans parler. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?» dit doucement Julien. Michel ferme les yeux. Un long silence. Quand il les rouvre, il y a des larmes. « Je savais que ce jour viendrait. 28 ans. J'ai attendu 28 ans. » Julien sent son cœur s'accélérer. « Dis-moi ce qui s'est passé cette nuit-là, Michel. Dis-moi la vérité sur Laurent. » Michel se lève avec difficulté, va chercher quelque chose dans un tiroir de son bureau. Il revient avec une enveloppe, jaunie par le temps, jamais ouverte. Sur l'enveloppe, une écriture familière. « À ouvrir si je ne reviens pas, Laurent. » Il m'a donné ça le 23 décembre au soir, juste avant son service. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais l'ouvrir et faire ce qui était juste. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. Je savais ce qu'il y avait dedans. Julien prend l'enveloppe. Ses mains tremblent aussi maintenant. Tu dois tout me dire, Michel. C'est fini les secrets. Laurent mérite la vérité. Sa famille mérite la vérité. Michel s'assoit lourdement, et il commence à parler. L'histoire qui sort est celle d'un homme pris dans un engrenage qu'il n'a jamais vraiment voulu, mais dont il n'a pas su sortir. « Ça a commencé bêtement, » dit Michel, la voix cassée par l'émotion et les années. « En 1994, mon fils aîné voulait entrer dans une école de commerce privée. Les frais étaient énormes pour mon salaire de commandant.
Ma femme travaillait comme infirmière, mais ce n'était pas suffisant. J'étais désespéré. Je ne voulais pas que mon fils rate sa chance à cause de l'argent. Il regarde ses mains qui ont porté l'uniforme pendant 30 ans. Un type que nous avions arrêté plusieurs fois pour recel de voitures volées m'a approché. Il m'a dit qu'il pourrait m'aider. Quelques milliers de francs par mois, juste pour que je regarde ailleurs quand ses associés déplaçaient des véhicules. Rien de violent, rien de dangereux. Juste des voitures. Julien écoute, figé. C'est pire que tout ce qu'il imaginait, parce que c'est tellement humain, tellement compréhensible. Un père qui veut le meilleur pour son fils. Le début classique d'une chute. J'ai accepté, continue Michel. Je me disais que c'était temporaire, juste le temps de payer l'école. Mais une fois que tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Ils te tiennent. Et puis, l'argent facilite les choses. Soudain, on peut respirer un peu, on peut s'offrir des petits luxes, c'est comme un poison doux. Il se lève, marche vers la fenêtre, regarde son jardin sans vraiment le voir. Laurent a découvert quelque chose en novembre 1995. Je l'ai vu changer. Il était distant, préoccupé. Il me regardait différemment. J'ai compris qu'il savait. Le 23 décembre, au soir, avant son service, il m'a demandé de le voir en privé. Nous sommes allés dans mon bureau. Il a fermé la porte. Il m'a dit « Michel, je sais ce que tu fais. J'ai des preuves. Mais tu es mon frère, alors je te donne une chance. Arrête tout maintenant, et on trouvera un moyen de régler ça sans que tu perdes tout. » Michel se retourne vers Julien, les yeux rouges. Je lui ai demandé de me donner du temps, juste quelques jours, pour mettre de l'ordre dans mes affaires, parler à ma femme, préparer ma famille. Il a accepté. Il m'a donné cette enveloppe et il est parti pour son service de nuit. Mais j'ai paniqué. La voix de Michel se brise. J'ai appelé le type pour qui je travaillais. Je lui ai dit que Laurent savait tout, qu'il allait nous dénoncer après Noël. Le type a dit qu'il allait s'en occuper. Je pensais qu'il allait juste lui parler, peut-être le menacer, lui faire peur. Je n'imaginais pas. Julien se lève d'un bond. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Laurent? Ils l'ont attendu à la fin de son service. Laurent a garé sa voiture rue Ney comme d'habitude. 2 types l'ont abordé alors qu'il marchait vers chez lui. Ils voulaient lui parler, le convaincre de se taire. Mais Laurent n'était pas homme à se laisser intimider. Il y a eu une altercation. Un coup. Laurent est tombé. Il s'est cogné la tête contre le trottoir. Le silence dans le salon est absolu. On n'entend que le tic-tac d'une horloge murale. Ils ont paniqué, continue Michel, les mots sortant maintenant comme un torrent après 28 ans de retenue. Laurent ne bougeait plus. Il ne savait pas s'il était mort ou inconscient. Ils l'ont mis dans leur voiture et ils m'ont appelé. C'était 4 heures du matin environ. Je suis arrivé. Laurent était mort. Un traumatisme crânien. Un accident absurde, stupide. Michel s'effondre sur le canapé, la tête dans les mains. Nous avons paniqué tous. Si on appelait les secours, si on déclarait l'accident, tout sortirait. La corruption, le réseau, tout. Nous étions finis. Alors nous avons fait le pire choix possible. Nous avons fait disparaître le corps. Julien sent la nausée le gagner. Où? Il y avait des travaux sur l'autoroute A6 près de Dardilly cette nuit-là. Il coulait les fondations d'un nouveau pont. Nous y sommes allés à 5 heures du matin, dans le noir. Le chantier était désert. Nous l'avons mis dans les fondations avant qu'il coule le béton quelques heures plus tard. Les larmes coulent maintenant librement sur le visage du vieil homme. Laurent est là-bas depuis 28 ans, sous l'autoroute. Chaque fois que je passe sur ce pont, je pense à lui. Chaque jour de ma vie, je pense à lui. Et l'enquête? Demande Julien, la voix étranglée. Tu as dirigé l'enquête sur sa disparition. Tu as consolé sa femme. Tu lui as menti pendant des années. J'ai essayé de me racheter, dit Michel faiblement. J'ai dirigé l'enquête de façon à ce qu'elle n'aboutisse jamais, évidemment. Mais j'ai pris soin de Geneviève. Je suis allé la voir régulièrement. Je me disais que c'était le moins que je pouvais faire. Le moins que tu pouvais faire, explose Julien. Tu as tué ton meilleur ami. Tu as détruit sa famille. Je ne l'ai pas tué, crie Michel. C'était un accident. Je voulais juste lui parler, pas ça. Tu as commandité son enlèvement, tu as fait disparaître son corps, tu as menti pendant 28 ans. Peu importe que le coup ait été accidentel, Michel, tu es responsable de sa mort.
Michel ne répond pas. Il pleure silencieusement, voûté sur lui-même, un vieil homme brisé par le poids de son secret. Julien sort son téléphone. « Je dois appeler le commissariat. Tu vas devoir répéter tout ça officiellement. Tu vas devoir payer pour ce que tu as fait. »« Je sais, » murmure Michel. « J'ai attendu ce jour pendant 28 ans. Une partie de moi est soulagée. Je suis fatigué de porter ça. » Avant d'appeler, Julien ouvre l'enveloppe que Laurent avait laissée à Michel. À l'intérieur, une lettre manuscrite et des copies de documents prouvant la corruption. La lettre est adressée à Geneviève et Émilie. « Mes amours, si vous lisez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous laisser, mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais découvert. Un policier doit être droit, toujours. C'est ce en quoi j'ai toujours cru. Je ne pouvais pas vivre en sachant que des hommes qui portent le même uniforme que moi trahissaient ce serment. Je devais faire ce qui était juste, même si cela me mettait en danger. Geneviève, tu es la lumière de ma vie. Émilie, tu es mon plus grand bonheur. Je vous aime plus que tout. Soyez forte, soyez droite. C'est tout ce qui compte vraiment. Laurent. Julien doit s'asseoir. La lettre tremble dans ses mains. Laurent savait. Il savait qu'il prenait un risque, et il l'a pris quand même parce que c'était juste. Les heures suivantes sont un tourbillon. Michel Arnaud est placé en garde à vue malgré son âge. Il répète sa confession devant les enquêteurs, donne tous les noms, tous les détails. 2 des hommes impliqués dans la mort de Laurent sont encore vivants, retraités, vivant tranquillement. Ils sont arrêtés le soir même. Le 19 avril, une équipe de la police scientifique se rend sur le site de l'autoroute A6, près de Dardilly. Les ingénieurs de la société d'autoroute sont consultés. Les plans originaux de construction sont retrouvés. Avec des scanners à pénétration de sol, ils localisent une anomalie dans les fondations du pont, exactement là où Michel a indiqué. Les travaux pour accéder aux fondations prendront des semaines. Il faudra fermer une voie, installer un échafaudage complexe, découper le béton couche par couche. Mais ils savent maintenant où est Laurent Vasseur. Le 20 avril 2023, Julien Mercier se présente à l'appartement de Geneviève Vasseur. Il n'a pas dormi depuis 2 jours. Comment annonce-t-on à une femme, après 28 ans, qu'on a retrouvé son mari? Qu'il est mort depuis le début? Qu'il a été tué par son meilleur ami? Geneviève ouvre la porte. Elle a 77 ans maintenant, mais Julien voit encore la femme qu'elle était en 1995. Elle le reconnaît immédiatement. « Julien, qu'est-ce que vous faites ici? Madame Vasseur, je peux entrer? J'ai quelque chose à vous dire au sujet de Laurent. » Elle pâlit. Après toutes ces années, elle sait que quand un policier vient parler de son mari disparu, ce ne sont jamais de bonnes nouvelles. Mais elle le fait entrer. Dans le salon qui n'a presque pas changé depuis 1995, Julien lui raconte tout. La valise découverte, le rapport de Laurent, la confession de Michel, l'emplacement du corps. Il lui donne la lettre de Laurent. Geneviève lit la lettre en silence. Les larmes coulent sur ses joues, mais elle ne fait aucun bruit. Quand elle a fini, elle reste immobile un long moment. « Il savait, dit-elle finalement, il savait qu'il pourrait le tuer. Et il a quand même fait ce qui était juste. C'était Laurent, dit doucement Julien. Il ne pouvait pas faire autrement. Michel, murmure-t-elle. Michel nous a menti pendant 28 ans. Il venait ici, il buvait mon café, il me réconfortait. Et tout ce temps, il savait. Elle se lève, marche vers la fenêtre. J'ai passé 28 ans à me demander, chaque jour, chaque nuit, où était-il? Était-il encore vivant quelque part? M'avait-il abandonné? Je me suis inventé 1000 histoires. Et la vérité était là, à quelques kilomètres, sous un pont d'autoroute. Je suis tellement désolé, dit Julien. Ne soyez pas désolé, répond Geneviève, se retournant vers lui. Au moins, maintenant je sais. Après 28 ans, je sais enfin. Laurent n'est pas parti. Laurent ne nous a pas abandonnés. Il a été tué parce qu'il faisait ce qui était juste. C'est terrible, mais c'est cohérent avec l'homme qu'il était. Elle serre la lettre contre elle. Il faut prévenir Émilie. Elle a le droit de savoir. Émilie Vasseur arrive de Paris le lendemain matin. À 54 ans, elle ressemble étonnamment à son père. Les mêmes yeux bleus, le même regard déterminé.
Julien lui explique tout, comme il l'a fait avec Geneviève. La réaction d'Émilie est différente. Elle est avocate, habituée à entendre des histoires sordides. Mais c'est son père. Elle reste professionnelle en surface, mais Julien voit ses mains trembler quand elle prend les copies des documents que Laurent avait rassemblés. « Combien de temps avant que vous puissiez récupérer son corps ?» demande-t-elle. Les ingénieurs disent 3 à 4 semaines pour accéder aux fondations en toute sécurité. Et Michel Arnaud? Les autres? Ils seront tous jugés. Michel a 80 ans, sa santé est fragile, mais il sera jugé. Les 2 autres aussi. Homicide involontaire, dissimulation de cadavres, corruption, ils passeront le reste de leur vie en prison, même si ce reste de vie est court. « Bien !» dit simplement Émilie. Les semaines suivantes sont médiatiquement intenses. L'histoire du capitaine de police disparu en 1995 et retrouvé 28 ans plus tard fait la une de tous les journaux. Le fait qu'il ait été tué à cause de son intégrité, assassiné par ceux qui auraient dû être ses frères d'armes, choque profondément l'opinion publique. Le commissariat du 3e arrondissement organise une cérémonie en l'honneur de Laurent Vasseur. Des policiers de toute la France viennent. Julien Mercier prononce un éloge funèbre. Laurent Vasseur était ce qu'un policier devrait toujours être. Droit, honnête, courageux. Il a payé de sa vie son intégrité. Nous ne devons jamais l'oublier. Le 15 mai 2023, les restes de Laurent Vasseur sont extraits des fondations du pont de l'Assis. C'est un travail délicat, respectueux. Les restes sont identifiés formellement par ADN, comparé à celui d'Émilie. C'est bien Laurent. Le 22 mai, Laurent Vasseur est enfin enterré. Le cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon, est rempli de monde. Des centaines de policiers en uniforme, des collègues de Geneviève, des amis de la famille, des gens qui ne l'ont jamais connu, mais qui sont touchés par son histoire. Geneviève et Émilie se tiennent devant le cercueil. Après 28 ans, Laurent rentre enfin à la maison. La plaque installée en 2005 est remplacée par une véritable tombe. Laurent Vasseur, 1953-1995, capitaine de police, mort pour son intégrité, jamais oublié. Le procès de Michel Arnaud et de ses complices a lieu en septembre 2023. Michel plaide coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à 15 ans de prison. À 80 ans et en mauvaise santé, c'est une condamnation à mort. Les 2 autres hommes reçoivent des peines similaires. Lors de sa déclaration finale, Michel se tourne vers Geneviève et Émilie, présentes dans la salle. « Je sais que vous ne pourrez jamais me pardonner. Je ne me pardonne pas moi-même. Laurent était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Je l'ai trahi de la pire façon possible. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je suis désolé. Ces mots sont insuffisants, mais je n'en ai pas d'autres. » Geneviève ne dit rien. Émilie non plus. Elle se lève et quitte la salle. Elles n'ont rien à dire à cet homme. Michel Arnaud meurt en prison 6 mois plus tard, en mars 2024. Le cancer qu'il avait eu des années plus tôt est revenu, agressif cette fois. Il s'éteint seul dans l'infirmerie de la prison. Ses propres enfants ont refusé de le voir. Julien Mercier prend sa retraite en décembre 2023 à 56 ans. 33 ans de carrière dans la police. Il aurait pu continuer quelques années, mais il en a assez. L'affaire Vasseur a refermé quelque chose en lui. Il sait maintenant ce qui est arrivé à son mentor, même si la vérité est plus sombre que tout ce qu'il imaginait. Geneviève Vasseur continue à vivre dans l'appartement du 6e arrondissement. Elle a maintenant 78 ans. Émilie lui rend visite chaque mois, essaie encore de la convaincre de venir à Paris. Mais Geneviève refuse toujours. « J'ai vécu ici avec Laurent, j'ai élevé Émilie ici, j'ai attendu Laurent ici pendant 28 ans, c'est ma maison. » Mais quelque chose a changé. Geneviève sourit plus facilement maintenant. Elle sort davantage, retrouve d'anciennes collègues pour déjeuner, va au cinéma, se promène dans le parc de la Tête d'Or. C'est comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Elle sait maintenant, elle peut enfin faire son deuil vraiment. Émilie a pris un congé sabbatique de 6 mois après le procès. Elle voyage, visite des endroits qu'elle voulait voir depuis longtemps. Bali, la Nouvelle-Zélande, l'Islande. Elle envoie des cartes postales à sa mère.
Papa aurait aimé ces paysages, écrit-elle. C'est la première fois en 28 ans qu'elle peut parler de son père au passé sans que cela lui déchire le cœur. 1 an après la découverte de la valise, en avril 2024, une plaque commémorative est installée au commissariat du 3e arrondissement. À la mémoire du capitaine Laurent Vasseur, mort dans l'exercice de son devoir le 24 décembre 1995. Son intégrité reste un exemple pour tous. La cérémonie d'inauguration est simple, sobre. Julien Mercier est là. Geneviève et Émilie aussi. Après la cérémonie, Julien et Geneviève marchent un peu dans le quartier. Ils passent devant la rue Ney où la voiture de Laurent a été trouvée ce matin de décembre 1995. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit Geneviève. « Pendant 28 ans, j'ai été en colère contre Laurent. Une partie de moi lui en voulait. Où était-il? Pourquoi nous avait-il laissés? Maintenant que je sais la vérité, je ne suis plus en colère. Je suis fier. Il est mort pour ce en quoi il croyait. Combien de personnes peuvent en dire autant? » Julien acquiesce. Laurent était quelqu'un de spécial. Je pense à lui souvent, à ce qu'il m'a appris. L'intégrité n'est pas un mot vide. C'est un choix difficile. Laurent a fait ce choix, même quand c'était dangereux. Ils marchent encore un peu, puis se séparent. Geneviève rentre chez elle. L'appartement est silencieux, comme toujours, mais ce n'est plus un silence vide. C'est un silence paisible. Laurent est enfin rentré à la maison. Ce cas nous montre comment le courage de dire la vérité peut coûter cher, mais reste essentiel. Laurent Vasseur a choisi l'intégrité plutôt que le silence complice. Son histoire a mis 28 ans à émerger, mais elle a finalement éclaté, grâce à une découverte fortuite dans un vieux bâtiment voué à la démolition. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous dénoncé un ami pour corruption, sachant les conséquences? La frontière entre loyauté et complicité est parfois difficile à définir. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire vraie de courage et de trahison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette enquête vous a marqué et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires de disparition résolues après des décennies.